Bonjour, je suis Xavier Bougarel, je vous présente brièvement Zora Essova, qui est donc maîtresse de conférence au département de sciences politiques de la faculté des lettres de l'université Charles à Prague. Ça fait maintenant de nombreuses années qu'elle travaille sur l'islam en Bosnie-Herzégovine et dans les Balkans. Et actuellement, elle est chercheuse invitée au CETOBAC, donc en octobre et novembre 2023. C'est dans le cadre d'une coopération avec le CEFRES, donc le Centre français de recherche en sciences sociales qui est basé à Prague. Et donc Zora va nous présenter son intervention qui s'appelle « L'institution de l'islam dans les Balkans, le cas de la communauté islamique de Bosnie-Herzégovine ». Donc voilà, c'est à toi. Alors merci bien pour l'introduction, merci pour l'invitation aussi et pour la possibilité, l'opportunité de discuter avec vous ce thème qui porte sur un phénomène pas très large. C'est une institution islamique en Bosnie qui s'occupe de la vie religieuse de à peu près 2 millions de musulmans, alors que, sachant que pas tous prennent parti activement. L'intérêt de cette intervention est de se poser des questions sur la manière dont marche l'islam moderne surtout en Europe. Et je vais essayer, pas seulement présenter ce cas, je vais essayer de rattacher certaines questions ou certaines recherches avec des questions qui plus générales, plus larges qu'on se pose sur l'islam en Europe. Alors, je vais commencer par si vous pouvez passer au prochain. Voilà. L'institution islamique. Le thème est institutionnalisation de l'islam, ce qui est en fait un thème assez très moderniste, assez paradoxal, parce qu'on n'a pas vraiment d'institution islamique dans le monde islamique. On a des établissements islamiques, on a des waqf, on n'a pas d'église. Et quand on se pose la question sur l'institutionnalisation de l'islam, en fait, on pose une question qui est assez spéciale. Dans le monde musulman en général, ou le monde musulman ancien, on a une pluralité d'établissements. On n'a pas de classe de prêtres. Par contre, on a une classe de juristes liés à l'État et un grand nombre d'autorités, d'imams, de leaders qui en fait ne sont pas formellement attachés à une institution souvent et qui sont reconnus pour leur piété et leur savoir. Dans le monde moderne, il y a une forte institutionnalisation de la gouvernance d'islam, mais pas forcément à l'intérieur des institutions islamiques, mais souvent à l'intérieur de l'État. C'est des ministères de Waqf, c'est des ministères comme le Diyanet en Turquie, ou le ministère de Waqf en Égypte, qui prennent contrôle, souvent nationalisent, dirigent le déroulement du culte islamique. Alors, mais c'est pas une institution islamique en soi, c'est une institution d'État. Alors, du coup, où est-ce qu'on peut parler d'institution islamique? Si vous pouvez passer à l'autre, ce sera plutôt dans un contexte ou bien sécularisé, ou bien dans un contexte pas majoritairement musulman. Dans un contexte sécularisé, on peut avoir une institution islamique organisée par l'État. Ça sera aussi en partie de la Bosnie, et dans un contexte de diaspora islamique en Europe. Par exemple, on a des communautés islamiques. Et elles s'organisent, elles s'institutionnalisent dans les organismes plus ou moins formels. Donc, c'est là où on peut parler d'institutionnalisation d'un organisme ou d'un établissement en tant qu'établissement islamique. Alors que dans un monde islamique, tout et n'importe quoi peut être islamique, rien de spécifiquement islamique. Dans l'Europe, ce procès d'institutionnalisation a été récemment pas mal étudié, dans la dernière dizaine d'années. Quand il s'agit des communautés islamiques très variées en Europe de l'Ouest, et j'ai choisi 3 perspectives que je trouve les plus intéressantes dans la littérature récente, qui sont aussi intéressantes pour la Bosnie, ou pour ce cas très spécifique de la Bosnie. La première perspective, c'est la perspective d'incorporation, de reconnaissance de communautés islamiques dans une fonction sociale ou publique importante, et aussi par les États.
Donc, c'est le cas, par exemple, de Conseil français du culte musulman ou Islam Conference en Allemagne, qui a une influence importante sur les communautés islamiques privées qui se conforment en fait aux attentes de l'État, parce que l'État exige d'avoir une contrepartie plus ou moins institutionnalisée, stable, représentative et représentée dans un cadre étatique. La deuxième perspective, c'est la perspective de églisation, un mot bizarre, Verkirchlichung un peu plus joli qu'on constate, l'influence que ce processus d'incorporation, de reconnaissance a sur les communautés religieuses elles-mêmes. Elles ont sachant que ce que j'ai dit, il n'y a pas vraiment de place de prêtres, place d'imams, ces communautés ont une tendance en fait à devenir plus professionnelles, plus bureaucratisées, plus formalisées, hiérarchisées, à adopter des divisions spatiales qui s'accordent à des divisions spatiales des églises dans l'Europe de l'Ouest. Donc, en fait, c'est un processus qu'on décrit comme églisation qui n'est pas forcément très bien vu par les communautés elles-mêmes. Et puis, la troisième perspective, c'est celle de governance of Islam, une perspective qui décrit les conditions de développement de culte islamique et de communauté islamique dans un État ou dans une société concrète, où l'État, mais aussi, pas seulement l'État, mais aussi les communautés elles-mêmes régulent leurs activités matérielles, culturelles, intellectuelles, de ces tendances internes, souvent dans le cadre d'une sécurisation de l'islam. Et ces trois perspectives qu'on débat dans les communautés en Europe, en fait, on peut aussi les reprendre et prendre, est-ce que vous pouvez passer comment ça s'articule en Bosnie, qui est un cas très spécifique, mais qui, dans ces trois perspectives, est en fait devenu un exemple de ce que c'est, à mon avis, de ce que c'est ces perspectives, enfin, de ce que ces processus d'institutionnalisation peuvent devenir. Alors, juste pour présenter très vite cette communauté islamique, c'est une communauté privée, donc c'est pas un organe d'État, c'est pas un ministère, c'est la plus ancienne d'Europe contemporaine, qui est fondée il y a un peu plus de 100 ans, ou 150 ans presque, qui a plus ou moins existé depuis presque 100 ans en fait, avec 140 ans avec des phases d'autonomie différentes, mais elle a jamais cessé d'exister. Elle a eu des formes différentes, mais elle n'a jamais vraiment cessé d'exister. Ce qui est intéressant, c'est que son processus de devenir institution est héritier de colonisation autrichienne, aussi de modernisation socialiste, et récemment aussi dans le développement interne à la Bosnie-Herzégovine. Elle est pleinement autorégulatrice, ce qui la rapproche des petites communautés islamiques en Europe. Mais elle est aussi constitutionnelle, elle a une structure représentative, aussi quelque chose qu'on peut trouver par exemple en Autriche. Et elle a la vocation, elle essaie d'être autonome. Elle se finance elle-même, elle ne se finance pas d'extérieur, comme c'est le cas des islam d'ambassade, comme on les appelle en Europe de l'Ouest. Elle est le côté le plus intéressant peut-être, c'est qu'elle forme ses employés, y compris les employés, y compris les imams. Elle est théologien, elle a sa propre institution éducative. Et deuxième chose un peu spéciale, c'est une institution quasi nationale pour la population bosniaque, la population des musulmans de langue slave dans les Balkans de l'Ouest. Et troisième chose, et cette troisième chose que je vais explorer, c'est une institution quasi étatique. Elle est privée, mais elle exerce certaines fonctions qui en fait qu'on attendrait d'un ministère de Waqf en fait. Elle exerce ou essaie d'exercer un monopole sur l'organisation du culte islamique en Bosnie. Et ces trois dernières tendances sont celles que je vais explorer. Si vous pouvez passer au prochain. En trois pages, je vais d'abord explorer son rapport à l'État dans une perspective historique. Après, je vais voir comment cette communauté islamique s'est développée en institution quasi ecclésiastique, donc c'est ce processus d'églisation. Et en troisième lieu, je vais me demander quel rôle elle joue dans la gouvernance de pluralisme religieux, c'est-à-dire dans quel sens elle est en fait un acteur, une institution qui
prend elle-même les devants et qui forme l'espace religieux dans lequel elle se trouve. Alors, je vais passer à une très brève présentation de ce que c'est de l'histoire de la communauté islamique bosnienne, qui organise des musulmans bosniaques qui sont alors les musulmans autochtones, on pourrait dire, c'est comme ça qu'ils se présentent aussi, c'est-à-dire les populations locales balkaniques de langue slave qui ont adopté l'islam dans les centaines d'années après l'occupation ou la venue de l'Empire ottoman. La raison d'être de la communauté islamique est le fait que cette population islamique musulmane, à la fin du 19e siècle, au moment où l'Empire ottoman se retire, et au moment où la Bosnie est occupée par l'Autriche-Hongrie, devient tout d'un coup, overnight, une minorité religieuse, alors qu'avant, c'était juste une population générale qui vivait dans un État islamique où on n'avait pas, en fait, de spécificité. Et c'est ce devenir minoritaire qui demande la constitution d'une communauté islamique. Dans l'Empire ottoman, il n'y avait pas le culte islamique a été organisé par les fondations privées, par le Waqf. Le cadre juridique était rattaché à l'État. Il n'y avait pas vraiment d'institution islamique parce que l'État était islamique. Et tout d'un coup, dans un État multiconfessionnel, modernisant, dirigé par un empereur catholique, les musulmans se retrouvent sans institutions communales, alors que les orthodoxes et les catholiques en avaient sous le système de Millet, et ils doivent s'organiser. Et partout dans les Balkans, un chef est nommé par le souverain de ce nouvel État. En Bosnie, le souverain, c'est l'empereur autrichien qui nomme, après un processus plus ou moins compliqué, un Reisul Ulema, c'est-à-dire le président des clercs, comme gérant d'un exécutif, Medjlis Ulema à l'époque, qui, en fait, qui nous montre quelle est la communauté islamique de l'époque. Le plus important dans sa gestion, c'était les waqf, c'est-à-dire l'assise matérielle de la vie musulmane en Bosnie. Il s'occupe de waqf. Et après, il y a plusieurs d'autres niveaux d'institutions qui se mettent en place, à part le reis, qui est reconnu non seulement, qui est nommé par l'empereur à la fin, plus ou moins, rapidement reconnu aussi par le Cheikh l'Islam en Istanbul. L'État autrichien intègre les cours chariatiques dans le système légal de l'Empire autrichien, c'est-à-dire les cours peuvent prendre des décisions qui sont renforcées par l'État autrichien. Il aussi réforme la loi, la manière dont la loi chariatique est exercée, il la codifie dans un processus qui prend plusieurs années. Et l'État autrichien s'y fonde plusieurs écoles, dont une école pour les juges chariatiques. Donc on voit maintenant l'institution de la communauté islamique est en fait composée d'un exécutif, de l'exécutif des waqf, c'est le plus important, et puis du système légal. Ce qui arrive par la suite, c'est que les Bosniaques se mobilisent pour qu'ils puissent avoir un dire dans cette direction, et au bout d'une mobilisation d'une dizaine d'années, là j'ai fait une faute, en 1909, on leur octroie un statut qui fonde la communauté islamique qu'on connaît aujourd'hui. Le statut met les bases d'une architecture institutionnelle qui plus ou moins a été retenue jusqu'à aujourd'hui. Donc l'exécutif qui s'occupe des waqf, l'exécutif qui s'occupe des employés religieux, et une sorte d'architecture qui commence par les jamaat, c'est-à-dire les communautés de villages autour de mosquées, qui remontent en passant par les mouftis jusqu'au reis. Si vous passez, cette communauté est en fait
se forme en 1909 comme une communauté autonome. Elle a un sabre, une assemblée qui adopte des constitutions. Elle compose avec les États qui lui donnent un certain espace ou qui lui apporte une autonomie, reconnaissent une autonomie ou par contre lui la prive de l'autonomie. Les premières dizaines d'années dans l'Autriche-Hongrie étaient peut-être les plus autonomes tout au début. Après, chaque État dans lequel les Bosniaques ont vécu, la communauté islamique a vécu, modifie les rapports à l'État. Alors, la première Yougoslavie entre les deux guerres, d'abord crée une communauté yougoslave. Donc, elle dépasse la Bosnie, les autres musulmans sont incorporés dans cette communauté. En 1930, une fois que l'expérience démocratique yougoslave est arrêtée pour un moment et qu'il y a une tendance à imposer un yougoslavisme intégral, la communauté perd son autonomie, elle est subordonnée à un ministère des Affaires religieuses. En 1936, elle regagne un certain niveau d'autonomie, elle le repère pendant la guerre, et jusqu'à en fait la fin des expériments yougoslaves, donc la première Yougoslavie et la Yougoslavie socialiste, cette communauté islamique est toujours en fait dans une relation de conflit et de demande d'autonomie et d'essayer de gagner un peu plus d'autonomie vers l'État. L'État yougoslave socialiste et séculariste, il contrôle de manière assez complète la communauté islamique et il change totalement la nature de son existence dans le fait où il abolit le côté juridique, c'est-à-dire le côté chariatique de la communauté islamique. Elle ne peut plus exercer le charia dans les cours, donc elle devient juste une communauté de culte islamique. Elle aussi nationalise la plupart des Waqf restants. Donc, tout d'un coup, on se retrouve dans la Yougoslavie socialiste avec, en fait, une communauté de croyants qui n'a plus d'assises légales, qui ne réalise plus le côté légal, le côté chariatique de la vie islamique de manière autonome et qui n'a plus non plus de cette assise de Waqf. Après le passage vers la Bosnie indépendante, la donne change encore une fois. La communauté islamique musulmane se désagrège dans plusieurs communautés, la plupart du temps selon la logique nationale. Et la communauté islamique bosnienne retrouve en fait son existence entre 1909 et 1930, où elle est basée, elle est basée en Bosnie. Elle comprend, elle s'occupe des musulmans bosniaques de langue slave, des musulmans de langue slave, et elle retrouve une pleine autonomie puisque cet État indépendant bosniaque, c'est une république séculière, elle n'a plus vocation à contrôler la religion, c'est une république multiconfessionnelle, et au bout d'une centaine d'années, alors la communauté retrouve une autonomie totale dans l'exercice du culte musulman. Ce qui reste des 40 années de la Yougoslavie socialiste, c'est que les Waqf ne sont pas restitués, donc elles restent dépossédées, et elles ne retrouvent clairement pas dans le monde des États des républiques séculières, elles ne retrouvent plus ce côté chariatique. Si on peut passer à l'autre. Voilà, c'est juste pour décrire un peu comment elle fonctionne. Elle a en fait la vocation à régir le culte islamique en Bosnie comme l'autorité, la plus haute autorité religieuse pour les Bosniaques. Sa légalité en fait sur les accords de paix, sur la reconnaissance des accords de paix par le sultan. Elle base sa légitimité islamique sur le califat et après l'abolition du califat, sur la reconnaissance du califat de cette nouvelle donne où il n'y a plus dans le monde musulman une source générale de l'égalité islamique.
elle continue en fait par le biais de ces intellectuels, elle continue en fait à explorer et justifier sa légitimité islamique. Là, plus récemment, par un livre de Mustafa Strahi sur les arguments de la légitimité islamique d'une communauté privée, le Riyasat, qui reprendrait les fonctions de ce que représentait le califat jusqu'en 1924. Elle se revendique d'une légitimité juridique comme continuité de ce califat et aussi d'autonomie interprétative. Comme il n'y a plus de sources interprétatives communes à tous les musulmans, maintenant c'est un comité d'oulémas bosniennes qui représente, qui interprète de manière autoritative pour les Bosniaques, c'est-à-dire de manière autoritative pour l'exercice du culte dans la communauté islamique, la loi. Bien sûr, dans le cadre d'un monde séculier, donc il n'y a plus de question de loi chariatique exécutée par les cours, mais quand il s'agit par exemple, des questions, le plus récemment, il y avait une question de port de voile. Est-ce que le voile est un symbole islamique ou juste est-ce que le port de voile peut être revendiqué envers l'État? Alors, ce comité de l'ULEMA a dit oui, le port de voile est essentiel. C'est un côté essentiel il est essentiel pour les musulmans de pouvoir porter le voile, même, par exemple, dans les cours de l'État, où ils se sont mis en conflit avec le caractère séculier de la Bosnie-Herzégovine. Donc, ils ouvrent parfois des questions en fait d'importance pratique. C'est une communauté constitutionnelle, donc elle a une constitution qui organise le Parlement, dans lequel se discutent les budgets, mais aussi les choses importantes comme les constitutions elles-mêmes. Elle a l'exécutif autour de son bureau exécutif qui s'appelle Riyasat. Elle a le conseil des mouftis qui est en fait cet organe le plus haut interprétatif, et une cour constitutionnelle. Donc c'est une communauté qui se régit, autorégie. C'est une communauté hiérarchisée où on élit il y a des élections régulières où les membres des conseils de Jamaat sont élus à partir les membres du conseil de Majlis, c'est-à-dire les conseils qui régissent des régions plus grandes. Il y a des mouftis qui sont nommés par l'exécutif, et tout en haut, il y a l'Assemblée, le Parlement, l'Assemblée qui décide, qui est le souverain en fait, et le Riyasat qui est le côté exécutif. Le plus intéressant, c'est que chaque membre de la communauté qui paie des cotisations a un droit possible de vote, pas forcément actif, pas tout le monde peut être élu. Je pense qu'il y a une limitation quant aux femmes, mais qui est en train de changer. Et il y a une représentation indirecte dans le savoir. Les frais annuels sont plus ou moins accessibles, entre 25 et 50 euros par personne. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas inconséquent pour la Bosnie, où 40% de gens sont au chômage officiellement. Si on peut passer au prochain. Voilà. Ce qui est intéressant dans cette Bosnie, cette communauté islamique, c'est qu'elle est très centralisée, où elle essaye de centraliser le maximum de ses fonctions. Et la centralisation, c'est la phase cléricale, c'est-à-dire ceux qui sont issus de la faculté la plupart du temps, c'est ceux qui sont issus de la faculté de théologie de Sarajevo, qui prennent le contrôle de toute la structure centrale de la faculté islamique. Déjà, l'administration du Waqf, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de Waqf, mais c'est quand même l'existence encore de certaines fondations pieuses qui permettent de financer le fonctionnement de la communauté islamique. Cette centralisation ancienne, elle a commencé déjà il y a 150 ans. Aussi, la communauté islamique
centralise l'exercice de la spiritualité. Donc, les rituels comme prière s'organisent dans les mosquées, mais aussi la communauté a essayé de centraliser, contrôler ou bien au moins rattacher tout groupe où les Bosniaques développent une spiritualité ou pratiquent la spiritualité dans la communauté islamique. Aussi, cette tendance est assez ancienne. Elle a commencé au plus tard, dans les années 30, où, par le biais du contrôle des Waqf, la communauté islamique de Bosnie a essayé de nommer ou écarter certains soufis cheikhs soufis ou de contrôler leur Waqf, considérant le soufisme comme quelque chose de pas forcément très orthodoxe, et en tout cas méritant une sorte de contrôle. Et cette centralisation et contrôle du soufisme a été parachevé récemment. Depuis les années 60, il y a une sorte de centre soufis où la plupart des groupes soufis, pas tous, sont organisés. Et quand vous venez, par exemple, comme anthropologue, étudier les soufis, ça vous aide beaucoup d'avoir un papier de Tariqat Central pour qu'on vous prenne au sérieux, si vous voulez, en fait, représenter l'islam bosniaque envers l'extérieur. Il y a quand même il y a une sorte de contrôle, ou un essai de contrôle. Pas tous les soufis sont organisés dans le Tariqat Central, mais il n'y a plus alors cette opposition entre la classe cléricale et la classe soufie comme elle existait encore il y a une centaine d'années. La communauté islamique organise toutes les obligations rituelles, commençant par la prière, parce que les mosquées font partie du Waqf. Tous les mosquées sont possédées, sont une possession ou des Waqf qui sont attachés à la communauté islamique. Elle organise aussi le Hajj. Vous ne devez pas forcément passer par la communauté islamique, mais comme l'Arabie Saoudite donne un certain nombre de visas et aussi finance, c'est le plus simple de passer en fait par la communauté islamique. Elle organise aussi, et c'est le plus important, l'éducation islamique. Une fois que la plupart des institutions d'éducation ont été fermées entre 1947 et 1949 par la Yougoslavie communiste, la communauté islamique a œuvré, a essayé, a fait son possible de réouvrir les madrasas et les facultés d'éducation, de haute éducation. Elle a réussi à réouvrir la faculté de théologie, qui maintenant est rattachée à l'université de Sarajevo. En fait, c'est une université qui fonctionne dans le système Bologne, et financée en grande partie par l'État. Il y a aussi des facultés de pédagogie qui ont ouvert à Zenica et dans les provinces, à Zenica et à Bihać. Il y a 6 madrasas, c'est-à-dire les gymnases, les écoles secondaires avec enseignement islamique, et une éducation islamique dans les écoles primaires, et aussi des maktab, c'est-à-dire l'éducation dans les mosquées. Donc c'est en fait l'infrastructure éducative est la plus large, elle est plus présente, elle est présente en fait dans chaque recoin de Bosnie, et c'est cette infrastructure avec les jamaat qui aujourd'hui bâtit en fait le monde musulman bosniaque. Et peut-être le plus surprenant est dans le processus de centralisation et la vocation de la communauté islamique en fait à centraliser la collection des donations pieuses, qui sont en partie aussi une obligation musulmane, surtout le zakat, mais aussi le qurban qui est un paiement pendant le Eid al-Adha, un paiement pour l'offrande. C'est une obligation islamique individuelle. Vous pouvez donner votre zakat comme don à n'importe qui, n'importe quand. Donc, il n'y a pas vraiment de possibilité dans le monde islamique de centraliser. Mais depuis les années 70, il a été reconnu en Bosnie par la classe cléricale la nécessité en fait de financer la communauté islamique. Donc, ce zakat normalement vous permet de faire un acte rituel qui purifie votre rapport à Dieu en donnant une partie de vos gains
à des nécessaires et en fait pour purifier le reste de vos organes. Donc c'est quelque chose de très intime et plus personnel. Mais en Bosnie, il est reconnu qu'en fait ce zakat devrait financer l'existence de la communauté islamique parce qu'elle n'a plus de waqf, parce qu'elle est importante pour maintenir la vie et le culte musulman. Donc la communauté islamique fait des efforts de centraliser, par exemple de faire payer le zakat online, ils font une collecte systématique et ils expectaient des gens en fait de financer non seulement par les cotisations mais aussi par les obligations islamiques qui en général n'ont rien à voir avec la communauté islamique, son existence. Donc vous voyez sur l'étendue de l'infrastructure et la profondeur en fait, d'engagement avec les croyants musulmans en Bosnie, cette communauté islamique représente une sorte de grande institution quasi nationale. Sachant, encore une fois, que pas tous les Bosniaques qui participent, pas tous les Bosniaques font partie, mais il y a des limites à cette tendance centralisante ou monopolistique, puisque, encore une fois, la Bosnie n'a pas vraiment, la communauté islamique n'a pas vraiment de fonds privés. Elle en a très peu. Elle dépend, en fait, des gens, de leur cotisation, de leur don, de leur donation, pour son existence. Elle cherche d'autres sources de revenus. Elle ne pourrait pas se permettre de en fait, reconstruire des mosquées après la destruction de la guerre ou bien d'étendre l'infrastructure éducative sans des fonds extérieurs, parce que pour ça, les cotisations et les écarts ne sont pas assez. Alors, elle cherche d'autres sources de revenus. Et lié avec ça est une sorte de dépendance des donateurs. Dans le début des années 90, c'était peut-être Iran. Après, pendant longtemps, c'était l'Arabie Saoudite qui a financé, et des pays du Golfe qui ont financé pas mal de reconstructions. Et récemment, la Turquie, sur la photo en bas, il y a le nouveau bâtiment de l'exécutif Riyaset qui avant résidait dans un petit éparpillé en centre-ville, en fait, dans les petits locaux. Et maintenant, c'est un grand bâtiment qui a été financé au départ par Kadhafi. Il y a eu l'Arabie Saoudite, le financement stoppé, le bâtiment a été abandonné pendant, je ne sais pas, une dizaine d'années. Et très récemment, avec une donation de Turquie, il a finalement, la communauté bosnienne a finalement vraiment un centre représentatif après une trentaine d'années. Et ça vaut aussi pour d'autres infrastructures importantes. Par exemple, le Parlement se réunit dans la bibliothèque Gazi Husrevbegova, aussi une nation de Qatar. Donc en fait, c'est une communauté qui n'a pas de moyens de se construire elle-même des locaux importants, parce qu'elle est en fait, elle a du mal à payer les imams. Elle a quand même les imams sont, je vais en parler. Elle assure son existence, mais c'est pas une communauté riche. Elle a cette centralisation présente beaucoup de disparités. Donc, les salaires centraux sont peut-être bien plus élevés. En fait, il y a eu récemment dans les médias des données, on ne sait pas si on peut s'y fier, qui sont beaucoup plus élevés que, par exemple, les salaires des imams dans la périphérie et encore plus élevés que le salaire des imams dans la République Srpska, où les musulmans bosniaques sont en minorité. C'est en fait le Djemat qui paye les salaires, c'est pas le Riyaset central. Et là, dans un Djemat plus riche, il y aura plus de possibilités de loger, de payer l'imam, alors que dans un Djemat très pauvre, il faut faire appel en fait à des collectes souvent à l'étranger pour se financer là. Donc, si bien une communauté centralisée, elle n'est pas en fait, c'est pas une infrastructure unifiée. Et là, les Djemat et les Mejlis ont souvent agissent plus ou moins indépendamment quand il s'agit des finances. Il y a des grandes disparités aussi régionales. La Bosnie est le centre de cette communauté, là, sur la carte, tout au centre, où il y a les différentes muftilouks
des plus petits parties de la carte. Et tout autour, il y a aussi les communautés islamiques de Croatie, de Slovénie et de Serbie sont rattachées à la communauté islamique de Bosnie, pas au Riaset, mais au Reis, qui est représentant de tous ces musulmans. Mais il y a deux logiques qui clashent un peu. En Bosnie, la communauté islamique fonctionne sur le principe territorial. Donc, tous les musulmans sont censés, si vous êtes bosniaque ou albanais ou n'importe quoi, vous êtes invité, censé faire partie de la vie islamique à l'intérieur de cette communauté islamique. Mais à l'extérieur de la Bosnie, par exemple en Serbie, c'est que les Bosniaques, ceux qui se reconnaissent comme Bosniaques, qui font partie de cette communauté islamique bosnienne. En Serbie, il y a une autre communauté territoriale, étatique, rattachée à la République de Serbie, qui est concurrente. Et en Croatie et en Slovénie, c'est un peu pareil. Les communautés croates et slovènes sont ouvertes aussi à des musulmans pas forcément slaves, mais elles sont rattachées plus ou moins. Enfin, elles sont, je pense que des personnes juridiques indépendantes, mais elles sont rattachées comme à la communauté islamique bosnienne par la personne et la personnage du Reis et aussi de cette logique interprétative qui revient à cette souveraineté interprétative islamique qui revient à la communauté islamique de Bosnie. Donc on a vraiment des rattachements différents et en plus il y a des communautés dans la diaspora qui sont souvent rattachées en partie à la Bosnie, mais aussi fonctionnent à l'intérieur d'autres structures représentatives en Europe. Donc il y a en fait il y a des niveaux de rattachement ou des formes de rattachement assez différents, sauf en Bosnie où la communauté islamique en fait comprend toute contrôle et comprend toute la vie islamique en Bosnie. Si on peut passer à voilà, j'en viens à la troisième partie, après l'historique des rapports à l'État et la tendance d'institutionnalisation vers une sorte d'institution qui pourrait se comparer à des églises chrétiennes. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est comment cette institution en fait se comporte dans le champ islamique bosnien. Est-ce qu'elle est juste le lieu où on exerce son culte, sa religion, ou est-ce qu'elle est quelque chose de plus? Bon, c'est clair qu'elle est quelque chose de plus. Son effort de centralisation en fait prend des allures de monopolisation de la vie musulmane en Bosnie, dans le sens où elle a la vocation à représenter tous les musulmans et a la vocation à leur donner la possibilité d'exercer leur religion, mais elle a aussi un caractère qu'elle se donne, sunnite, Hanafi, Hanbali, enfin sunnite, Hanafi, Maturidi. Elle se donne en fait une identité culturelle assez claire qui s'est dès les années 90 buté à des résistances plus ou moins passives. C'est-à-dire en Bosnie, il y a pas mal, depuis le début des années 90, il y a pas mal de sectes différentes qui ne sont pas en fait sunnites, qui ne sont pas rattachées à la communauté islamique, comme des Ahmadis ou des chiites, mais qui ne posent pas vraiment de problème parce que c'est des petites enclaves pas visibles. Il y a des cercles soufis indépendants bosniens sunnis, mais qui ne composent pas beaucoup avec la communauté islamique, ce qui a occasionné quelques conflits parfois, mais pas des conflits plutôt des conflits politiques à Sarajevo ou ailleurs, mais pas vraiment des conflits religieux. Et il y a des groupes néo-soufis turcs qui sont plus ou moins rattachés à la communauté islamique, mais existent un peu en parallèle, mais ça jusqu'à récemment, c'était pas un problème. Mais il y a un groupe qui en fait qui existait en parallèle, mais qui a représenté un défi pour la communauté islamique. C'était les groupes salafistes qui en fait ont défié la manière dont on exerce l'islam en Bosnie, mais aussi spécifiquement l'autorité de la communauté islamique, en
en fait, faisant des campagnes de réislamisation de la Bosnie dans les années 90 qui étaient vues de manière critique, mais parfois positive, parce que c'était quand même des musulmans très actifs, mais même parfois assez critiques de la part de la communauté islamique. Mais au milieu des années 2000, ces salafis ont vraiment défié la manière dont la communauté islamique en fait son islam, organise le rituel islamique. Et la communauté islamique a essayé par différentes moyens de les en fait contrôler ou bien exclure et de faire en sorte que l'infrastructure islamique telle qu'elle est dans la communauté islamique, elle soit conforme à certains principes. Donc, par exemple, elle a bloqué tous les boursiers bosniaques qui revenaient de l'Arabie Saoudite ou d'autres pays de Golfe en donnant des conditions à des imams qui pouvaient se porter candidat pour un job dans un Jamaat. Les imams doivent avoir le bac de madrasa de Bosnie ou bien le master de la fac de théologie, ou bien passer une sorte d'examen. Donc, il y a une claire demande, à l'encontre à la différence d'autres pays dans les Balkans, la communauté contrôle qui peut être imam. Elle contrôle aussi qui peut rentrer dans les mosquées. Elle a fini par interdire les mosquées à certains gens parce qu'ils ont porté une défiance. Donc, elle a montré que en politique personnelle, en politique d'usage de ces locaux, elle a vraiment renforcé un monopole. Et c'est ça, en fait, qui a aussi créé en partie le conflit avec les salafis. Si vous pouvez passer à l'autre slide, c'est une description très rapide de ce défi où les groupes salafis dont il y a plusieurs types ont en fait essayé d'importer et d'imposer parfois des rituels différents dans les mosquées, ce qui a été très mal vu. Ils ont, de manière plus ou moins sophistiquée, critiqué le monopole, l'organisation du culte comme un islamique. Ils ont critiqué les méthodes de financement, dont par exemple, quand je disais que les salaires d'imams sont très bas et les imams se font payer pour certains services comme la prière, certaines prières, et pour les salafis, ça peut être un islamique. Donc, il y a pas mal de pratiques qu'ils ont trouvées très compliquées. Et ils ont aussi critiqué certains points d'interprétation. Ils se sont posé souvent comme une contre-autorité en émettant des fatwas et des positions très différentes de ce que faisait la communauté islamique. Il y avait une scission ouverte entre 2007 et 2013 où la communauté islamique a vraiment les a rejetés des locaux en définissant les mosques et les locaux de communauté islamique comme privés, où en fait elle pouvait faire appel à la police pour ne pas faire rentrer ce qu'elle ne voulait pas. Donc on voit en fait comment le monopole s'est vraiment renforcé. Et cette communauté après une partie des salafis ont fondé une communauté islamique parallèle qui s'est radicalisée au début des années 2010. Qui s'est divisé autour de djihad syrien et qui a été impliqué dans les violences qui l'a délégitimisé. Donc en fait, ce défi s'est un peu en partie estompé à lui-même, mais il reste une sorte de défi intérieur où la communauté bosniaque essaye toujours d'intégrer ces groupes dans le fort islamique national, c'est-à-dire là clairement dans la pratique islamique telle qu'elle est prônée par la communauté islamique, et elle vit toujours avec une sorte de défi intérieur. Les salafis la plupart du temps ont accepté de devenir intégrer donc le culte hanafi bosniaque de payer dû, alors que je ne sais pas si tout le monde les paye, mais certains ils vont prier la plupart du temps. La plupart des salafis aujourd'hui ont prié
le vendredi au mosquée de la communauté islamique. Mais il continue à développer une sorte d'autorité islamique parallèle en émettant des livres, en présentant en se présentant comme chef de centre d'éducation islamique pour adultes et en fait faisant une pression sur l'interprétation de l'islam à l'intérieur de la communauté islamique bosnienne, dans le sens par exemple, plus de positions conservatrices ou bien plus d'intérêt pour les hadiths, vers l'abandon de certaines positions réformistes qui caractérisent la communauté islamique auparavant. Donc, la communauté islamique a, ce qui est intéressant en fait, là j'ai très vite résumé cette histoire de filles et de réponses. Elle a un pluralisme à l'intérieur d'elle. Elle a toujours été plurielle quand il s'agit de positions théologiques ou de préférences. Et ce pluralisme, en fait, il est maintenant intégré la plupart du temps à l'intérieur du débat islamique. Et le slide prochain explique ça en plus de détails. Comment, là je parlais de monopole, maintenant je vais parler plutôt de gestion de pluralité, puisque le monopole était juste un moyen utilisé envers certains groupes qui faisaient le défi, mais il y a une politique beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus intéressante envers la pluralité religieuse. Donc, historiquement, on peut dire que au départ, c'était pas vraiment un problème, jusqu'à ce que ce défi devienne plus vocal dans les années 2000, où justement le monopole légal et légaliste a été utilisé, mais sans beaucoup de succès, puisque, par exemple, une des actions légalistes était de désenregistrer une association islamique à Mostar, en disant au ministère de l'Intérieur, nous, on a le monopole sur l'éducation islamique, alors ce monsieur-là, on le reconnaît pas, il peut pas appeler ça son centre islamique. Alors voilà, le monsieur a changé de nom pour son organisation et il continue en fait à exister comme auparavant. Donc il n'y a pas vraiment de possibilité dans un État moderne de se débarrasser de du pluralisme religieux. Alors la communauté bosniaque en fait a développé une réponse beaucoup plus intéressante, beaucoup plus sophistiquée, discursive, où depuis 2007, depuis la première discussion là-dessus, mais après, depuis 2013, une fois que cette discussion s'est institutionnalisée, elle développe une idée de la tradition islamique bosniaque. C'est clairement un défi à des identités islamiques pan-islamistes venant de l'Arabie Saoudite, salafi, mais qui se voit pas comme quelque chose qui soit basé sur le rejet, mais en fait sur la définition, la lecture et le développement de ce qui fait d'un discours sur ce qui fait l'islam en Bosnie spécifique et la tradition. En fait, le concept de tradition est intéressant parce que tradition veut dire quelque chose qui vous rattache aux sources, mais aussi quelque chose qui se développe, qui est vivant et qui, en fait, est pluriel. Et cette tradition islamique bosniaque est quelque chose qui est discuté régulièrement, tous les 2 ou 3 ans. Il y a une conférence à Sarajevo où depuis plusieurs années, des représentants ou des gens se connaissant aussi avec plus personnellement avec ceux qui font le défi sont invités petit à petit à l'existence de ce défi théologique est reconnu. Et elle permet aussi de bâtir un cas pour une forme de pratique bosnienne islamique comme historiquement ancrée, comme légitime. Et comme ouverte à des critiques. Donc aujourd'hui, même certains ex-salafis font partie de ce débat, et c'est en fait une position identitaire qui se pose pas comme telle. Donc vous pouvez pas en fait avoir un islam bosniaque, ça serait pas normativement acceptable. Il y a un islam universel, mais vous pouvez avoir une tradition islamique bosniaque.
Et aujourd'hui, cette tradition islamique bosniaque est en fait une position qui est enseignée dans la plupart des écoles. Donc, quand vous avez dans les madrasas, tous les leads bosniaques qui étudient dans la madrasa, qui sont c'est des écoles secondaires, souvent de très bon niveau, où il y a une partie qui sont des écoles normales, séculières, avec en plus des enseignements islamiques. Ceux qui finissent ces écoles ont une idée assez claire de ce que c'est un islam en Bosnie, ce que c'est sa tradition, ce que c'est son identité. Et c'est ces gens-là qui représentent l'élite bosniaque. Et elle est formée à cette idée qu'il y a une identité bosniaque. Une tradition bosniaque islamique, et que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être sauvegardé. Donc ça, je trouve cette approche discursive, je trouve intéressante. Et c'est aussi souvent la position argumentative des imams qui rencontrent le défi dans la Jamaat, en disant que voilà, on rejette pas d'autres formes de rituel islamique, mais on a une tradition qui est légitime, qui est valable et qui est importante pour la nation bosniaque. Et à la fin, il y a une approche politique dans laquelle s'est engagée aussi la communauté islamique quand elle cherchait à gérer le défi, donc ce côté difficile pour le pluralisme religieux. Et c'est une politique menée par le reis courant, actuel, qui a en fait autour de 2016, ne voulait plus de l'existence de cette communauté parallèle. Elle a fait une coalition politique en fait avec les partis politiques bosniaques pour leur dire, pour chercher l'appui dans une offensive soi-disant contre les Palajamaat, qui après a pris le format d'un ultimatum, rejoignez la communauté islamique bosniaque ou restez en dehors, mais on ne sait pas ce qui va se passer avec vous. Une partie de ces Palajamaat, de ces petites communautés parallèles ont accepté un imam de la communauté islamique bosniaque, ou ont accepté d'avoir leur mosquée privée rattachée à la communauté islamique bosnienne. L'autre partie n'a pas, donc il y a toujours des petites communautés qui continuent à critiquer cette communauté monopolistique, mais ils sont aujourd'hui sans conséquence. Elles sont très petites, elles sont visibles, mais elles ne représentent plus de défis en soi-même. Côté offensif, entre guillemets offensif, c'est-à-dire activisation de la communauté islamique, il y a eu d'autres efforts que je trouve aussi remarquables, en fait, de reprendre les répertoires des salafis, qui en fait ont souvent travaillé avec la jeunesse, qui ont été très ouverts à des questions actuelles, et de les répliquer à l'intérieur de la communauté islamique. Donc la communauté islamique a maintenant ses médias, pas toujours aussi visible sur les réseaux sociaux que les salafis, mais quand même. Elle a une production de fatwa plus appuyée, qui souvent se sont aussi plus orientés c'est-à-dire les fatwas, mais aussi la production écrite, qui était très intellectuelle ou abstraite avant, s'intéresse beaucoup plus à des questions de vie de tous les jours, la question de famille, de comment élever les enfants, de comment se comporter dans le monde moderne. Elle fait plus d'éducation adulte, et elle a aussi adopté un travail avec la jeunesse, avec les camps. Il y a des camps d'été qui s'organisent, et il y a des influencers, imams, qu'elle en fait supporte dans leur activité, en fait en répliquant ce que faisaient les salafis avant. Donc la communauté islamique n'est pas seulement, elle nous montre qu'elle n'est pas seulement un lieu de culte, mais elle est carrément une communauté très active, qui se veut. Bon, après, il y a plein de
conflits internes et de critiques que certaines parties des communautés se font à elles-mêmes parce que par exemple, dans l'ouverture envers les femmes, il y avait une ouverture, mais qui s'est pas vraiment traduit dans une réforme satisfaisante pour beaucoup de monde. Avec la travail avec la jeunesse, pareil, il y a eu des imams qui se sont très engagés, qui sont très partis. Mais quand même, c'est une communauté qui a reconnu qu'elle doit être vraiment une institution activiste, proactive, qui en fait doit façonner pas seulement recevoir les fidèles pour être le lieu de culte, mais aussi en fait pour façonner la vie religieuse très activement, parce que c'est comme ça que la religiosité moderne se développe parmi ces groupes modernistes salafis qui travaillent avec la religion de manière totalement différente que ces autres institutions plus traditionnelles. Et voilà, pour conclure, on peut alors constater un degré assez large d'égligisation qui est assez unique dans les Balkans, ou alors qu'on peut dire que d'autres pays balkaniques ont la tendance qui irait peut-être dans le sens similaire. Alors c'est la Bosnie, la communauté bosniaque, elle est unique dans le sens qu'elle a une administration très bureaucratisée, même peut-être trop, elle n'est pas forcément très ouverte sur les gens qui font pas partie d'un groupe influent au centre du Riaset, mais quand même très bureaucratisé. Elle a centralisé et professionnalisé. Donc pour être un imam, vous devez passer un certain nombre de conditions, remplir un certain nombre de conditions. Pas tout le monde peut ouvrir une mosquée. Alors que c'est le cas, je sais pas, peut-être qu'on va entendre ça, alors que c'est le cas en Albanie ou en Macédoine. Vous pouvez pas aujourd'hui ouvrir une mosquée en Bosnie. Ce sera pas possible parce que vous serez déjà parti, il n'y a pas d'espace pour ouvrir de mosquée. Vous pouvez pas faire vous pouvez pas simplement rentrer sur le terrain qui est en fait déjà très occupé par la communauté islamique. Le rapport à l'État a été compliqué, a beaucoup changé pendant l'histoire de la communauté islamique. Aujourd'hui, la communauté islamique se retrouve dans une situation d'autonomie sans précédent, puisque c'est le rapport à l'État est en fait neutre, je trouve. L'État bosniaque n'est pas forcément un État multiconfessionnel où certaines demandes n'ont pas été remplies, comme la restitution des waqf, mais c'est aussi un État qui ne s'ingère pas dans la pratique musulmane. Il soutient plus ou moins le monopole de la communauté islamique, mais pas forcément au-delà de la légalité. Et le monopole, en fait, doit être gagné par la communauté islamique sur le terrain par elle-même. Donc, elle est dans une situation aujourd'hui de plus d'autonomie et il y a un grand support pour un État laïque parmi tous les Bosniaques d'aujourd'hui. En fait, vous avez beaucoup de textes en faveur d'un État laïque qui justement maintient une grande distance envers l'organisation religieuse. Et finalement, cette gouvernance d'islam dont j'ai parlé à la fin, elle a, je pense, façonné la manière dont la communauté islamique s'est développée dans ces quinzaine dernières années de manière importante. Aussi parce qu'il y a un sentiment d'une nécessité d'avoir une unité religieuse au sein de la communauté qui en fait est une communauté quasi nationale. Alors si vous aviez, c'est vécu comme quelque chose d'important pour la plupart des membres qui se situent théologiquement ou politiquement à l'intérieur de la communauté islamique, d'avoir une unité et la communauté dans le sens très très pragmatique en fait, elle préfère intégrer ceux qui peuvent la critiquer par ailleurs que de les antagoniser. Elle est plurielle,
Et elle est en fait basée sur une activité ou sur une activité éducative et communicative très forte, où elle cultive une identité musulmane bosniaque en commençant par l'école, ce qui est peut-être sa spécificité la plus intéressante. Voilà, ça serait pour conclure, et merci pour votre attention. Et je serais contente de recevoir des commentaires. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je vais bien commencer, d'autant que ma première remarque, elle concerne un peu le début, et le début de l'exposé et un peu le début de l'histoire. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faudrait nuancer à propos de la question de l'institutionnalisation de l'islam, parce que quand on regarde l'Empire ottoman, dont faisaient partie les territoires qui ont été... on peut quand même parler d'une certaine institutionnalisation de l'islam, avec, à partir du XVIe siècle, avec le Cheikh l'Islam, avec les réseaux de médressés, avec donc, qui impliquaient un réseau de nomination des mudéris, avec le réseau des cadis, etc. Donc, il y a déjà des études qui ont montré qu'il y avait une certaine bureaucratisation de l'islam dans l'Empire ottoman, qui d'ailleurs au XIXe siècle va beaucoup plus prend une nouvelle dimension, avec aussi la centralisation des Wakf, etc. Et d'ailleurs, quand les Autrichiens occupent la Bosnie-Herzégovine, les réformes qu'ils instaurent à propos des institutions islamiques sont aussi, un peu parallèles à des réformes qui sont faites aussi au même moment dans l'Empire ottoman. Donc, je crois qu'il faut que cette institutionnalisation de l'islam bosniaque, elle a une histoire pré-austro-hongroise largement. Et d'ailleurs, après, ça amène aussi aux comparaisons avec ce qui s'est passé un peu plus tard dans d'autres régions et territoires, et puis donc ensuite États des Balkans, y compris la Turquie. La Turquie, je veux dire, aujourd'hui, on a, depuis la création de la République aussi, on a des institutions, une communauté islamique qui est très, très institutionnalisée. Bon, et tout ça est en partie l'héritage, bien sûr transformé, de l'époque ottomane. Voilà. D'ailleurs, époque ottomane, il y a juste aussi une petite chose c'est-à-dire là, on peut pas parler de citoyens là au XVIIe siècle, c'est des sujets, mais bon, ça c'est vraiment voilà. Non, mais voilà, je pense que est-ce que je peux oui. Parce que moi j'ai une question qui est très liée à celle-là, si tu m'autorises à la mettre sur la table, et c'est toujours effectivement sur cette partie-là. Je me demandais par exemple, j'étais un peu étonné, mais pas étonné vraiment, que tu parlais du colonial pour la période habsbourgeoise. Pour moi, j'étais toujours tiraillé dans mes travaux, moi aussi. C'est du colonial, et c'était c'était une discussion très répandue au début des années 2000, notamment autour de la revue Kakanian, etc. Est-ce que c'est une proximate colony, blablabla. Il y avait tout un tas d'historiens qui s'étaient un peu opposés sur cette question, et qu'est-ce que ça veut dire que l'aventure habsbourgeoise en Bosnie-Herzégovine était une aventure coloniale. C'était vraiment quelque chose qui a beaucoup occupé. Moi, finalement, je l'ai abandonné, cette interprétation-là, surtout quand j'ai commencé à présenter mes travaux auprès des historiens de l'Empire des Habsbourg. Donc,
effectivement, moi, j'arrivais avec, ils me disaient, ah oui, c'est du Habsburg colonialisme, blablabla. Et finalement, quand je les présentais, les gens me disaient, mais en fait, non. En fait, si tu regardes ce qui s'est passé, c'est de l'impérialité, en fait. Et ça rejoint un peu ce que tu disais. Donc, moi, je trouve que là, on peut compter depuis les années 2000 sur une nouvelle histoire impériale, tant ottomane que habsbourgeoise, qui nous permet un peu de sortir de ces débats qui, à un moment donné, je trouve qu'il est devenu un peu stérile. Est-ce que la Bosnie-Herzégovine est coloniale ou pas coloniale? Si on lit Hudson ou si on lit sur l'Empire des Habsbourg, on dit, ah, tiens, on n'a pas besoin de mobiliser le colonial. Ou bien, oui, il y a certains parties de l'administration bourgeoise qui parlent de colonialisme, mais so what? Tu vois, tout le monde parlait de colonialisme. Enfin, il le parle pourquoi? Il mentionne la Bosnie comme leur colonie, pourquoi? Mais finalement, est-ce que dans les pratiques des gouvernements, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de colonial et radicalement différent par rapport à ce qu'ils faisaient en Bukovine ou dans d'autres régions de l'Est, tu vois? Donc moi, peut-être que je parlerais plutôt d'impérialité. Voilà. Merci, c'est une bonne remarque. Je vais regarder ça, mais ouais, ça me. Je ne connais pas ce débat, mais ça me paraît plausible. Par contre, pour les institutions islamiques, oui, il y a une bureaucratisation de ce qu'on voit maintenant comme islamique, mais à l'époque, ce n'était pas bureaucratisé en tant que communauté islamique. C'est-à-dire, il y avait l'État ottoman avait des structures de plus en plus bureaucratisées et centralisées. Mais en fait, ce qui est le concept d'institution islamique, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, parce que c'est pourquoi. Je pense qu'il y avait, effectivement, il ne faut pas l'appeler islamique puisque c'était un État. L'État islamique. Mais il y avait des institutions ouais. Et centralisées, très centralisées. Oui. Pour les donc. Oui, on parle de ça. Ouais. Pour les Bosniaques, ils se réfèrent à ça, ils disent voilà, historiquement, on fait partie de cette culture administrative ottomane où on vit dans un monde centralisé, bureaucratisé. C'est quelque chose qui. La tendance est de centraliser, bureaucratiser, mais là où c'est étonnant, c'est quand c'est la communauté religieuse qui se centralise. C'est-à-dire que les écoles dans un empire soient centralisées, ou peut-être que le WACF soit centralisé. Non, mais la hiérarchie, il y avait par exemple la hiérarchie des oulémas. Voilà. Ouais. C'est pas, on parle concrètement et des oulémas, donc et du côté Qadi, parce que là, toi, tu ne parles plus des Qadi puisqu'ils ont été supprimés, mais enfin, jusqu'à leur suppression, ça a été une partie très importante du fonctionnement aussi des institutions, d'institutions, avec les tribunaux chariatiques, etc. Donc, tout ça, c'était. Alors, ça veut pas dire qu'effectivement, le côté local restait très fort, mais par exemple, même pour les Wakf, il y a eu, à partir du 19e siècle, une volonté de centralisation. Et ce qui se fait, alors évidemment, comme politiquement, à partir de 1878, il y a une nouvelle autorité, on passe dans un autre empire, donc là, il y avait nécessité de séparer un peu ça, mais c'est pas une différence de qualité, ouais. Enfin, il me semble. Moi, au contraire, je pense que le fait que dans les Balkans et en Turquie, il y ait des institutions au XXe siècle, des institutions islamiques aussi centralisées, alors que ça n'existe pas de la même manière ailleurs, c'est en grande partie un héritage, bien sûr transformé, mais un héritage de l'époque ottomane. Il me semble. Moi, j'aurais j'ai deux petites questions
très concrètes et puis une un peu plus large. Les gens de la communauté islamique se plaignent qu'ils n'ont pas pu passer un accord avec l'État tel que celui qui a été passé, par exemple, avec l'Église catholique. Donc, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur cette question d'un accord avec l'État? L'autre, c'est que tu n'as pas mentionné les associations d'oulémas. Quel est leur rôle? Est-ce que c'est un syndicat? Enfin, quel est le rôle des associations d'oulémas, enfin de l'association d'oulémas, puisqu'il n'y en a qu'une. Ça, c'est mes deux petites questions précises. Et puis une question plus générale, c'est est-ce qu'en Bosnie-Herzégovine d'aujourd'hui, il faut se focaliser sur la relation entre communauté islamique et l'État, qui est effectivement un État séculier, ou est-ce qu'il faut plutôt s'intéresser au rapport entre la communauté islamique et le parti? Et est-ce que c'est la communauté islamique qui domine le parti, donc le principal parti bosniaque, le SDA, ou est-ce que, enfin, entre la communauté islamique et le parti national bosniaque, lequel domine l'autre? Ou c'est pas forcément d'abord d'ailleurs un rapport de domination, mais quel est le rapport entre les deux? Oui. Alors, l'accord avec l'État a passé une loi reconnaissant toutes les communautés religieuses en 2004. Et l'autonomie de la communauté islamique se rapporte à cette loi de la position des communautés religieuses, mais avec les orthodoxes, l'Église orthodoxe avec l'Église catholique, il a passé des accords secondaires sur où une partie des biens a été restituée et qui permet, par exemple, de reconnaître les services. Je crois qu'il y a certains droits, reconnaissance de certains droits spécifiques de ces communautés religieuses, et aussi un statut, par exemple, pour la prestation sociale. Et la communauté islamique n'a pas cet accord. Il est soi-disant bloqué bloqué dans le Parlement depuis une quinzaine d'années. C'est un problème parce que la communauté islamique demanderait qu'on reconnaisse qu'on restitue le reste des waqf qui existe encore, qui ont été nationalisés, qui pourraient être restitués. Et aussi, je pense que c'est le plus important, il y a aussi la position des droits de porter le voile ou la barbe, il y a des petites questions de liberté religieuse que la communauté islamique continue à soulever, qui sont pas réglées. Et je pense qu'il y a aussi cette histoire qui est assez importante de la couverture sociale. Les imams n'ont pas eu de couverture sociale jusqu'à très récemment. D'accord. Je pense que récemment ça a été c'était un thème, ça a été réglé, mais il y avait un problème de pension. Et je ne sais pas si ça avait été réglé, mais l'État bloque, l'État bosniaque, le Parlement bosniaque n'a pas pu se mettre d'accord. Et apparemment, il y a une minorité qui bloque toujours, qui continue à bloquer cette loi, alors qu'elle est passée pour les autres religions. Donc, il y a une sorte d'asymétrie pour la majorité bosniaque, qui est vécu comme une sorte de tort. Ça. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres détails qui sont importants. Moi, ça fait pas mal de temps que je n'ai pas suivi en détail. Ça peut être réglé, oui. Je ne sais pas exactement. Alors, moi, ce qu'on m'a dit la dernière fois que j'étais en Bosnie en juin, c'est que la loi n'avait toujours pas été adoptée. Alors, il y a peut-être effectivement la question de la protection sociale et des retraites des imams qui a été réglée, mais il n'y a pas encore d'accord équivalent à ce qui a été fait avec l'Église catholique ou l'Église orthodoxe. Et la raison qu'on cite souvent, c'est l'opposition principale d'autres minorités qui ne veulent pas que ça passe, et aussi les waqf. Soit disant, il y a quelques
quelques propriétés à Sarajevo qui auraient dû être réglées par la loi, mais qui sont utilisées par quelqu'un qui a des intérêts de certains clics parlementaires à ne pas le passer. Alors c'est ça. En tout cas, une grande asymétrie envers la communauté la plus grande, en fait, bosniaque. Mais ce qui se passe, quant à l'association des oulémas, elle a joué un rôle important historique, surtout jusqu'au dans les années 50. Et je ne sais pas si elle joue un rôle important, ou aussi autour des années 90. Je ne sais pas si elle joue encore aujourd'hui un rôle aussi important, la ILMIE. Elle existe encore, il y a une association d'oulémas, c'est une sorte d'association professionnelle qui, historiquement, a permis à certains courants et aux politiques de se développer, a eu une influence sur la manière dont les Bosniaques se sont comportés dans certaines situations de crise, mais je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si aujourd'hui cette association est encore influente. Je vois qu'elle publie des livres, des centenaires, elle a été publié, il y a des réunions d'imams, mais j'ai pas vraiment, j'ai l'impression que ce soit plus que... C'est-à-dire, à certaines époques, l'association des oulémas, elle a quand même joué un rôle soit d'opposition, soit de voie alternative, enfin d'opposition, je pense surtout aux années 30, où l'association des oulémas, El Riddaye, va avoir des positions beaucoup plus conservatrices que le Reis Ouléma. Et dans les années 60-70, vont se faire à travers l'association des oulémas dirigée par Hossein Jozo, tout un tas d'initiatives religieuses que la communauté islamique, que le Reis n'est pas en mesure ou ne souhaite pas mettre en avant. C'est-à-dire que c'est dans les années 60-70, c'est vraiment l'association des oulémas qui va publier le journal Preporod, qui va organiser les rencontres du Tabachki Mesjid. Enfin, alors je sais pas si, et même dans les années 90, l'association des oulémas, qui était plus ou moins contrôlée par des salafistes, s'opposait beaucoup au Reis Ouléma et au SDA, donc, et au Parti national bosniaque. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui ces conflits sont apaisés ou ont disparu, ce qui fait que la visibilité de l'association des oulémas est aussi beaucoup moindre qu'à d'autres époques. Voilà, c'est... J'ai l'impression que ce groupe qui animait l'association des oulémas dans les années 90 a ses propres institutions, comme l'Institut de pédagogie de Zenica et de Bihać, et ils ont en fait une plateforme à eux, et quand on leur parle, ils se voient comme une alternative à la faculté islamique de Sarajevo, comme quoi la faculté islamique c'est une faculté orientalisante, alors qu'eux ils font de l'éducation musulmane. Et je pense que la communauté islamique s'est accommodée de ces différences, et que ces différences est ouverte, et n'est plus tellement peut-être aussi problématique que dans les années 90 ou pendant la guerre. Et je pense aussi que j'ai souvent l'impression que des différences de position sont portées, discutées sur les pages de Preporod, quand même que c'est... Preporod, c'est le journal de la communauté islamique. Ça veut dire Renaissance. Ouais. On trouvait des positions très controversées, conflictuelles parfois, où des gens d'orientation plus conservatrice, de Zenica ou de Bihać se prononcent sur certaines choses. Il y a des débats, et que la communauté s'est accommodée de ce pluralisme interne, peut-être parce que l'opposition est passée en dehors de la communauté, et aussi parce que la communauté, je crois, elle a quand même on sent un besoin d'unité face, pas forcément à la position religieuse, mais face à des crises dans lesquelles se trouve Bosnie en général.
C'est-à-dire, on a toujours un sentiment d'embataillement et d'instabilité et de résurgence du nationalisme que les Bosniaques ont fait. Enfin, j'ai pas l'impression que les conflits soient si importants à l'intérieur de la communauté islamique. Enfin, je la vois pas à l'intérieur. Et pour le parti, ouais, je parlais de l'État parce que c'est celui qui met qui définit le cadre régulateur, mais c'est vrai que quand on s'intéresse à l'autonomie de la communauté islamique, elle a, bon, c'est surtout toi qui en parlais, elle a fusionné avec le parti nationaliste pendant un moment, et c'est quelque chose qui n'a plus la même envergure que dans les années 90, où le parti SDA était dominant, et où les cadres étaient un peu partagés entre la communauté islamique et le parti SDA. Aujourd'hui, le parti SDA est sur la défensive, c'est pas le seul parti nationaliste. Et la manière dont je le lis, le Reis s'oppose souvent officiellement à certains développements ou certaines tendances ou des conflits à l'intérieur de la scène politique, et il joue un rôle de modération et de la Bosnie peut aller plusieurs mois ou même longtemps sans gouvernement. Et là, les prises politiques, possessions politiques de Rey sont, je pense, de plus en plus, elles sont visibles, hein. Pas en faveur ou défaveur d'un parti, mais il appelle souvent il se prononce sur la question actuelle quand par exemple, sur les conflits avec national, sur le problème avec la désintégration de la Bosnie venant de la République Srpska, il se prononce pas mal quand même, et il joue et parfois, j'ai l'impression que ce rôle de défense de la nation bosniaque politique, et parfois même quand la classe politique ne peut pas le jouer, c'est le Reis qui prend la parole souvent. Donc, je pense que ce moment, ce fusionnement, c'est fini, même si quand il y a les élections, on sent plus ou moins que la communauté islamique, c'est quand même une institution conservatrice nationale bosniaque, donc elle ne va pas soutenir des politiques elle va pas prendre des positions politiques déjà clairement. Elle va plutôt travailler avec des représentants nationalistes, mais je pense qu'elle a pris distance aussi de ce courant. Moi, c'est mon impression. Moi, j'ai d'autres questions. C'est un peu plus sur les temps présents, un peu plus au centre des recherches, ce que j'ai dit sur la colonialité. La première question, tu as évoqué dans ton papier la question de femmes, en fait. Tu as dit il y a des glissements. Moi, je me souviens qu'il y avait quand même des débats, par exemple, pour la reconnaissance du travail de Boulay, donc de femmes en charge du rituel, pour les Mevloud, Maoulid, etc. Donc, il me semble qu'il y a aussi certaines figures féminines, figures de femmes, comme Zilka Spahišeljak, Germana Šeta ou notre Djevada Šuško. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe d'un point de vue genre au sein de la communauté islamique, parce que j'ai un peu perdu. Moi, je lisais, j'étais un lecteur de Preporod pendant un long moment. J'étais même abonné, donc je le recevais en Italie. Et là, j'ai tout perdu. Donc, je voulais savoir si à ton avis, il y a des glissements au niveau tant d'institutionnalisation, de visibilisation de nouvelles figures de femmes au
sein de la communauté. J'aurais une autre question, je ne sais pas si je te la pose maintenant ou... Ouais. Ouais. Je trouve que tu as beaucoup parlé de cette institution comme institution nationale ou quasi nationale, etc. Je sais que c'est pas le sujet de ta présentation d'aujourd'hui, parce que ça mériterait probablement un autre papier. Mais quid de la dimension transnationale de tout ça? Tu as dit des choses. Tu as parlé de Turquie, tu as parlé d'Iran, de financement, des acteurs un peu, je ne veux pas dire attendus, mais effectivement importants, notamment pendant les années de 90, 2000. On aurait trouvé beaucoup dans la littérature sur le sujet. Mais je me demandais qu'est-ce qui se passe par rapport par exemple, aux communautés, aux réseaux musulmans en Europe occidentale. C'était très à la mode à un moment donné, pendant les années 2000, de parler de European Islam. Je vois là encore un bouquin, Islam de France, Islam d'Europe, etc. Il y avait justement, il y a quelques mois chez nous, un collègue qui travaillait qui a mené une recherche sur sur les Jamaat en France. Donc, comment tu intègres cette dimension transnationale, cette action le Diyanet. Mais je pensais plutôt cette fois vers les pays de l'Europe occidentale. Est-ce que c'est une dimension qui est toujours importante? Moi, je me souviens après le 11 septembre, la déclaration des musulmans européens promue par Tsaric, si je me souviens bien. Au moment donné, on discutait beaucoup de la place de membres de la communauté islamique de Bosnie-Herzégovine dans certains institutions pour le fatwa en Europe. Je veux dire, est-ce que c'est un champ toujours où il y a des choses qui bougent, qui est toujours intéressant, ou bien c'est un peu perdu? Merci, c'est une bonne question. Alors, quant aux femmes, sauf à part la communauté monténégrine où il y a une chef d'exécutif féminine récemment été élue, en Bosnie, je vois en fait Germana Cheta est partie, elle a passé 6 ans. Elle n'est pas revenue, Germana, non? Elle est revenue, mais elle a passé 6 ans en Varsovie. J'ai l'impression qu'il y avait un moment où on voyait beaucoup de femmes activistes et qu'on ne voit pas trop. Sauf Djabal Chouchko qui a une position importante, mais je crois que c'est la seule. Et il y a aussi, quand dans la publication, il y a une femme très active dans la publication des Moualim ou quelque chose comme ça. Il y a une autre femme qui est très, très visible. Mais je crois que c'est tout. Et je me rappelle des discussions il y a plusieurs années où la communauté a essayé d'activer des heures de femmes dans le Jamaat. Et en fait, j'ai pas vraiment vu beaucoup de résultats. Je vois pas beaucoup de femmes activistes. Et quand alors, par contre, l'activisation des jeunes je trouve ça importante. Même pas mal de cercles de jeunes et d'imams qui font le tour de la Bosnie. C'est que des hommes. Et dans les cercles de jeunes, il y a des femmes aussi actives, je trouve. J'ai parlé à plusieurs de ces Omladinsky, je ne sais plus comment ça s'appelle, où il y a souvent des filles actives, mais c'est au niveau local. Je n'ai pas vraiment vu de femmes dans une position de responsabilité. J'ai remarqué des conflits, des gens qui partent, des imams populaires qui partaient, et l'impression que j'ai, mais je l'ai pas vraiment étudié, donc c'est juste, là, c'est vraiment une impression que je raconte, c'est que la communauté se trouvait très inerte, en fait, quand il y a, vers l'ouverture, vers les jeunes ou les femmes. C'est mon impression. Et parce que on ne voit pas beaucoup de personnalités jeunes,
dynamiques modernes ou féminines dans des positions par exemple, dans les médias ou dans les activités publiques. Je pense que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment pris, qui n'a pas pris. Même pas Zilka Sparichil. Zilka, elle fait pas partie. Oui, bien sûr, ouais, c'est vrai. Elle travaille toujours en dehors de la communauté islamique. Elle enseigne à Zenica et elle est très active dans son ONG. Et toutes les activités de l'ONG que je vois, elles se passent sans aucun lien avec la communauté islamique. Parfois, plus et aussi, elle fédère des gens qui sont un peu en opposition, ont été rejetés ou ne sont pas forcément à l'intérieur des autres églises, donc des catholiques et des orthodoxes avec qui elle travaille, mais c'est pas des gens qui font partie des structures. Donc, c'est un peu dommage parce qu'il y a des personnalités comme ça qui sont pas dont on fait pas, qui n'ouvrent pas de possibilités. Ouais, donc je pense pas. Et mon impression, en tout cas, dans plusieurs discussions que j'ai eues, c'est que cette rencontre avec l'opposition conservatrice a aussi poussé la communauté un peu dans le sens de position conservateur. Parce qu'en fait, la grande critique, c'est la qualité islamique de la pratique bosnienne. Et aussi tous les débats qui animent la jeunesse vers les salafistes, c'est des débats sur la pratique, les normes sociales, la position des femmes dans la famille, l'élévation des enfants, la rencontre avec le monde moderne et les positions qui sont véhiculées par les salafistes sont souvent très conservateurs et aussi théologiquement simples, basées sur les hadiths. Et je trouve que c'est difficile quand on voit les réponses des jeunes de la faculté islamique écrites qui ont été portées à des positions salafistes, elles sont en fait défensives, elles sont pas modernistes en soi, elles sont en fait, voilà, on nous amène ces hadiths, il faut qu'on réponde avec les hadiths. On ne répond pas avec une vision de société différente, plus moderne, plus intégrée, mais en fait, ces débats avec les salafistes ont reporté le débat théologique sur le niveau qui est aussi aujourd'hui assez fréquent dans le monde musulman, je trouve, dans le niveau hadith contre hadith, c'est-à-dire dans la pratique orthodoxe. Et j'ai aussi remarqué que les publications de la FIN portent de plus en plus sur la tradition. Tu dises ce que c'est FIN. La faculté islamique de Sarajevo, elle porte aussi souvent sur pas mal de traductions des autorités médiévales, pas mal de discussions sur justement sur la tafsir, l'interprétation de Coran, et aussi, mais pas forcément, il n'y a pas grand monde qui, je trouve, ouvert sur le monde de demain. Et même pas, par exemple, excuse-moi, les progressistes musulmans de l'entre-deux-guerres, que des gens comme Ceausescu, voilà, qui étaient un Ressoulem presque pro-kémaliste sur les questions du voile et tout, et Ressoulem, le chef, ils étaient vraiment exprimés, Xavier l'a expliqué très bien aussi. Ce qui m'avait un peu choqué. De politique de genre kémaliste, à un moment donné, il y a eu une énorme polémique. Donc lui, par exemple, il n'est pas du tout récupéré comme faisant partie de cette tradition bosniaque. Il a été, ça date un peu. C'est un Skaric et il n'y a pas beaucoup de jeunes, je trouve pas beaucoup de jeunes
Bon, il y a pas mal, en fait, ce que je trouve intéressant, il y a pas mal de gens qui travaillent sur l'interreligieux ou sur la rencontre avec la théologie chrétienne. Des jeunes sont souvent ouverts sur le monde théologien allemand, par exemple. Mais ça ne porte pas forcément sur les questions de société moderne comme des jeunes ou des minorités. Et ce qui m'a un peu choqué, à un moment, il y avait un salafi, je ne sais plus, qui a écrit quelque chose d'assez difficile sur les femmes. Je ne sais plus quoi. C'était sur une interprétation de ces versets dans le Coran où il y a soi-disant qui est interprété comme une autorisation de battre la femme. Et le seul qui a répondu dans le Preporod, c'était personne de Bosnie, c'était l'imam macédonien de Penzberg, côté de Munich. Et sa réponse était bon, c'est pas ça que veut dire vraiment le Coran, mais il était un peu molle. Et je cherchais encore s'il y avait une autre réponse, et il n'y en avait en fait pas, quoi. J'étais choqué que personne de la. Parce que à un moment, les salafis avaient des positions assez difficiles, enfin, assez misogynes, enfin, assez, je veux dire, très conservatrices, comme s'ils sortaient, comme s'ils transposaient les mœurs d'Arabie Saoudite vers la Bosnie. Et mais bon, après, je suis allé voir les textes des professeurs de Zenica. Et je trouvais des positions encore plus difficiles, quoi. Il y avait formaliste, sans rattachement au monde moderne. Donc, j'ai fait une étude sur les textes salafis à un moment, mais je ne l'ai pas encore publié. Alors, les salafis activistes, on dirait qu'ils vivent mentalement en Arabie Saoudite et qu'ils voient rien, qui reconnaissent pas les questions, ce qui anime les questions, les Bosniens d'aujourd'hui, donc le monde multiculturel, le nationalisme, la rencontre avec d'autres, tout ça. Et mais bon, les publications des professeurs de Zenica sont les mêmes. Et même parfois plus explicites. Là, Choukri Arami, je crois qu'il s'appelle, j'espère que je ne fais pas une erreur. Il a des passages sur la position des femmes que je trouve peut-être plus difficile que ce que je trouve chez Elvedin Pezic ou Safet Kuduzovic. Donc, en fait, c'est pas la position des salafis. Non. Nous ne sommes pas une exception. C'est aussi à l'intérieur de la communauté islamique. Pas à Sarajevo forcément, mais dans ces autres facultés de théologie où il y a une vision assez ségrégée, conservatrice, et aussi identitaire de l'islam qui est cultivé. C'est pas forcément toutes ces facultés. Il y a une pluralité aussi dans les facultés. Il y a des gens qui ont des positions très, très différentes, mais c'est certains de ces professeurs qui publient des livres qui après sont repris et revendus par les salafistes. Donc c'est toute la communauté en fait qui se trouve dans un monde. Toute la communauté elle est maintenant plurielle. Il y a le centre formellement, auparavant un peu plus moderniste ou réformiste, qui est maintenant dans une minorité, je trouve, à Sarajevo, et qui ne poursuit plus un discours très moderniste sur les questions de société. Peut-être que sur les questions de rapport avec d'autres religions, ou peut-être sur le passé, sur la tradition islamique bosnienne, oui, mais pas forcément sur les questions de société. La fin de l'atelier se rapproche. Il y a encore des questions, donc si tu peux faire des réponses un peu plus courtes. Je vais donner d'abord la parole à Anne-Marie Moulin. Donc. Merci. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour. Je voulais vous poser une question qui est peut-être un peu à la limite, mais vous évoquez l'influence du Golfe et de l'Arabie Saoudite. Est-ce que la Bosnie est quelque part une terre de mission? Et est-ce qu'il y a, par exemple, des interventions d'imams venus du Golfe, en particulier d'Arabie, pour donner des conférences, etc., accessoirement aussi, pour construire? J'ai compris qu'il n'y avait pas de construction active de mosquées financées par le Golfe, mais peut-être que je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de tout ça?
Bon, merci rapidement, ça rejoint la question que j'ai pas répondu à Fabio. Oui et non, dans les années 90, Bosnie était terre de mission très ouvertement, mais entre-temps, ces missionnaires c'est plus des étrangers, c'est des Bosniaques eux-mêmes, des Bosniaques qui ont fait des études la plupart du temps à Médina ou à Mecca, ou à Riyad, pas à Mecca, à Riyad et à Médina, et eux, ils font quelque chose. Je pense ils font la dawa. C'est pas une réislamisation comme dans les années 90, mais c'est quand même la construction de communautés qui se présentent comme des vraies communautés islamiques, alors que la communauté islamique bosniaque est un peu pas forcément vu de la part de ces gens, elle n'est pas forcément toujours très orthodoxe. Il n'y a pas beaucoup d'intervenants étrangers, je trouve pas, surtout, enfin. Et je pense qu'il n'y en a jamais eu. Hein. Il n'y a jamais eu beaucoup de. Il y avait des étrangers qui vivaient en Bosnie pendant les années 90, il y en avait pas mal, mais pas beaucoup. Il n'y a pas de missionnaires qui viendraient en Bosnie. Et l'influence de l'Arabie Saoudite, elle s'est estompée après 2001. Parce que la présence, surtout le financement de ces missionnaires ont été stoppés ou se sont arrêtés après 2001. Et il y a toujours l'Arabie Saoudite à son centre, où il y a des cours de langue. Mais je trouve que ça fonctionne ça fonctionne de manière plus ou moins normale. Par contre, il y a une grande présence turque. Elle n'est pas missionnaire, c'est une présence historisante, culturelle. Et il y a une présence de la Diyanet formalisée, attachée à l'ambassade depuis une dizaine d'années, je crois, qui représente la Diyanet. Il y a le chef de Diyanet qui vient régulièrement, maintenant c'est un 3e ou 4e déjà, qui vient régulièrement, qui connaît le reis. À chaque Ramadan, il y a une grande présence des imams venus de certaines villes de Turquie ou des scouts turcs. Enfin, là, par contre, il y a une. Et c'est reçu en Bosnie comme un échange culturel plus que religieux, je trouve. C'est-à-dire, c'est reçu comme voilà, c'est notre histoire, notre identité, histoire islamique, elle est liée à l'histoire ottomane. Je trouve que certains parfois cette présence a carrément un peu effacé ce qu'il y avait le bosniaque. Donc, quand vous avez à Igatovica, maintenant, vous avez quand vous avez au pèlerinage une sorte de prière en dehors très spécifique pour la Bosnie qui s'opère chaque année. Il y a toujours des milliers de gens. Alors maintenant, la partie importante du programme, c'est une chapelle, c'est un chœur militaire historisant ottoman, soi-disant, turc, qui vient avec les bus. Donc il y a pas mal je trouve, de traditions islamiques bosniaques qui ont été un peu repris par plusieurs organisations turques, dont le Diyanet, parce qu'ils apportent l'argent, parce qu'ils le font, donc, ou des récitations pendant le Ramadan, il y a pas mal de présence turque. Ça envoie. Et c'est pas une islamisation, c'est plutôt un rattachement. Je pense que c'est aussi parmi les hommes politiques bosniaques, le rattachement à la Turquie a été un choix récemment. Aussi, et ça, il y a une volonté parallèle aussi dans la communauté islamique bosniaque d'avoir un soutien, parfois un sponsor, justement celui qui finance le bâtiment de Yaset dans la Turquie, donc comme un partenaire important étranger, et que la Turquie est quand même un partenaire plus amenable que l'Arabie Saoudite. Mais par contre, je vois aussi un grand effort de se rattacher à l'Europe, aussi de la part de la communauté internationale. Ils ont un bureau à Bruxelles. Le Reis va souvent à l'Europe de l'Ouest, souvent à Bruxelles. Il investit pas mal d'argent et de temps et d'attention pour présenter l'islam bosniaque en Europe comme islam européen. Et je pense qu'il y a plus d'idées comme cette idée de l'islam européen
Tseric, c'est fini. C'était en fait un moment après 2001 supporté par certains réseaux européens, pas seulement de la Bosnie, qui n'ont plus de frérisme, souvent, je pense, en principe, qui n'ont plus ce rôle en Europe et en Bosnie. Ce que je trouve important, c'est que ce que la communauté islamique poursuit, je pense que c'est le rattachement à plein de structures européennes. Donc la communauté islamique, la faculté islamique, elle est maintenant rattachée à plein de réseaux de recherche dans l'Europe, quand même des Horizon, commençant par des Horizon, passant par les échanges d'étudiants. Donc ce rattachement à l'Europe est important, je trouve. On investit pas mal d'argent, pas mal d'intérêt, pas mal la communauté islamique, enfin, la faculté islamique a voulu ouvrir un master en anglais, ça n'a pas trop marché, mais c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui se sont... Diplôme en Islamic Studies? Ouais. Moi, j'étais un étudiant. Non, mais il y avait un master de 2 ans qui a été mis en place, mais il n'y a pas eu beaucoup de payants, quoi. Enfin, ils veulent se présenter comme un endroit en Europe où on peut venir étudier l'islam, où les chercheurs peuvent trouver de la coopération. Ça, je pense que ça marche, c'est l'attachement à l'Europe. Je pense que ça, c'est important maintenant. On voit que le plus la situation en Bosnie politique se dégrade, plus il y a une volonté de s'ancrer, enfin, d'avoir des relations avec les structures politiques et aussi islamiques européennes. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. J'ai beaucoup appris. Je ne savais pas beaucoup de ces choses. J'ai trouvé particulièrement intéressant l'histoire de Zakat qui finance donc d'une partie. Et comme tu parlais d'un caractère quasi étatique de la communauté islamique, je me suis demandé s'il y a une sorte de sécurité sociale. C'est une sorte aussi des activités caritatives ou comment l'argent est redistribué de façon différente. Et je suis allée sur le site de Zekat parce que c'est fascinant. On peut calculer les Zekat sur le miel aussi, toutes sortes de choses que je ne savais pas. Voilà, c'est très intéressant. La communauté islamique il y a une association historique bosnienne islamique de Merhamet qui est rattachée à la communauté islamique d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas trop en fait. Mais je ne vois pas vraiment une activité caritative très importante. Il y a pas mal d'organisations caritatives en Bosnie, les cuisines de quartier. Je ne sais pas si c'est la communauté islamique, je ne pense pas forcément. Et le zakat, je pense que l'idée, c'est vraiment de financer la communauté islamique. Donc c'est justifié comme un acte charitatif, ça se dit en français. Caritatif de donner le zakat à l'islam. Ok. Et bon, la communauté islamique a des bourses pour les étudiants, elle a des programmes de soutien. Je sais pas. Je pense qu'il doit y avoir un volet caritatif, c'est clair, mais je ne sais pas si c'est tellement important. Et j'avais l'impression que pendant le conflit, enfin la concurrence avec les salafis faisaient beaucoup d'efforts pour se montrer comme faisant de la carité, mais après quand j'ai regardé sur leur website, c'était toujours quelques paquets pendant le Ramadan. C'était pas beaucoup en fait, mais c'était très médialisé. Ou quand il y avait un problème en Syrie, les salafis étaient les premiers à envoyer un camion. Après, il y avait aussi la communauté islamique qui a fait une collecte. Donc je pense pas que ce soit vraiment le gros du travail de la communauté islamique. Je pense pas. Je pense que c'est vraiment, s'il y a quelque chose, c'est peut-être secondaire parce que la communauté islamique a du mal je pense qu'elle a du mal à se financer elle-même. Il y a toujours le problème de salaires qui sont très bas, qui sont vraiment très bas. Il y a eu des articles là-dessus, on ne sait pas, vraiment, on n'a pas vraiment on voit pas dans les comptes. Aussi, le budget de la communauté islamique, il est pas transparent, personne ne sait. Je pense même pas les gens qui font partie de la communauté islamique, parce que c'est en fait le Riasat qui a le budget. Et il y a plusieurs budgets, pas un budget centralisé. Donc, et quand ça leak, il y a des leaks dans les journaux. Après, il y a toujours un peu de scandale.
Donc, je pense pas que ce soit ça, en fait. C'est une bonne question parce que plein de communautés islamiques sont des communautés, enfin, des établissements islamiques sont des établissements caritatifs, alors que la communauté islamique a vraiment une institution communale dont la vocation n'est pas premièrement la charité. Et je pense que c'est le Maître Ahmed qui avait ce rôle. Là, le Mohamed est toujours présent, hein, et là, il y a plusieurs, en fait, plusieurs organisations caritatives avec qui on voit que la communauté islamique collabore, pas seulement le Maître Ahmed, mais aussi le Croissant Rouge, aussi maintenant je ne m'appelle pas, quand il y a des problèmes comme les catastrophes naturelles, eux sont très présents, et pas la communauté islamique. Ok, d'accord. C'est peut-être ça aussi qui a été un des points de critique, hein, parce que les salafistes sont très présentés comme portant de la charité. Mais bon, je pense pas que ce soit, je sais pas si c'était vraiment une action d'envergure, parce que la communauté islamique était vue comme quelqu'un qui ne le fait pas. D'accord. Et à un moment, il y avait une collecte pour la Syrie, je trouve. Elle était partout à Sarajevo pour dire, voilà, on fait quelque chose, donner des donations, et je l'ai pas vu souvent, quoi. Donc, je pense pas que ce soit le point de Zakat, c'est qu'il est destiné à des fins caritatives, en principe, en islam, mais là, cette fatwa de Giose, ou cet argument de Giose veut dire, voilà, mais ça aussi, c'est un aspect important, et c'est légitime de ne pas donner aux pauvres, mais c'est légitime de financer la communauté islamique. C'est ça l'idée, je trouve. Intéressant. Est-ce qu'il y a une dernière question? Moi, je vais peut-être faire c'est à la fois une question et mon point de vue, mais est-ce que la communauté islamique, elle n'est pas prise dans une contradiction fondamentale, que plus elle veut d'autonomie, moins elle a de monopole, et plus elle veut de monopole, moins elle a d'autonomie. Et est-ce qu'elle se débat pas constamment dans cette contradiction? J'ai compris l'autonomie comme une autonomie par rapport à un pouvoir d'État. Voilà. Là, dans ce sens-là, elle a acquis son autonomie. Et quand il s'agit de l'autonomie de ceux qui peuvent, par exemple, soutenir la communauté islamique, je pense bon, déjà, clairement, je ne vois pas les comptes de la communauté islamique, je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais je trouve qu'elle a un peu diversifié ses partenariats. Donc, cette autonomie, c'est aussi un jeu un jeu de balance. Et là, on a l'impression qu'il y a quand même pas mal de partenaires que la communauté islamique ou les institutions islamiques à son intérieur ont. Donc, ce jeu de balance, je pense qu'elle a l'air de le jouer assez bien. C'est-à-dire, elle n'a pas l'air dépendante d'un sponsor étranger, alors qu'elle en avait peut-être l'air dans les années 90, quand il y avait beaucoup de critiques envers les wahhabis et les salafis, et la communauté islamique était toujours, elle disait rien, donc on avait l'impression qu'il y avait une sorte, c'était des critiques qui étaient données, qui avaient quand même une sorte de dépendance de l'Arabie Saoudite, c'est plus le cas. Bon, c'est clair que la Turquie est un partenaire important, mais en même temps, c'est pas un partenaire qui influe sur la manière dont on vit l'islam en Bosnie. Je pense pas. À part quand c'est la politique d'Erdogan qui poursuit les gulenistes là. C'était un autre problème qui se passait au niveau de l'État plutôt. Enfin, il y avait quand même il y avait des efforts d'influence directe sur ce niveau-là, mais je pense que c'est pas quelque chose qui a forcément beaucoup d'impact sur la communauté islamique. Et je pense que là où ça joue, la contradiction est différente. Plus elle veut avoir le monopole, plus elle doit intégrer en fait, parce qu'elle peut pas exclure, parce que elle n'a pas le pouvoir d'exclure vraiment, parce que sinon il y a des activités parallèles qu'elle ne peut pas réclamer comme les siens. Donc elle inclut maintenant de plus en plus de courants, et ces courants
la pousse dans une certaine direction qui n'était pas la sienne encore il y a 15 ans. Donc, j'ai l'impression plus elle veut contrôler, plus elle veut intégrer, plus elle doit trouver une manière de faire, de rendre compatibles ces courants. Et là où ça se passe le mieux, c'est quand même le nationalisme conservateur. Je trouve que c'est un peu le dénominateur commun de tout le monde, en fait, même des courants plus ouverts, plus réformistes, et après les courants plus salafis, donc les salafis se reconnaissent bien dans une sorte de nationalisme conservateur, c'est-à-dire on pense qu'à la Bosnie, on voit pas trop le reste du monde, et on est socialement conservateur, identitaire aussi. Donc il y aurait pas beaucoup de prise de position très séculariste. Il y a parfois des questions. Et la communauté, c'était, je crois, encore 2012 ou 13 ou 14, je sais plus, les juges musulmans n'ont pas le droit de porter le voile dans une cour d'État. Ça a été discuté comme un problème, comme quelque chose qui n'est pas forcément, voilà, qui va à l'encontre de la liberté de religion, alors que c'est pas forcément un problème majeur. Mais sur ces prises de position, je trouve qu'elle a un peu, il y a des positions maintenant plus identitaires et conservatrices, qui n'auraient peut-être pas eu il y a une dizaine ou quinzaine d'années. Et j'imagine que la raison, c'est que maintenant, la communauté a dû reconnaître que pour englober tout le monde, elle englobe aussi des positions qui étaient contraires au courant de mainstream il y a une quinzaine d'années. Je peux dire, pour l'Albanie de l'entre-deux-guerres, j'avais étudié un phénomène tout à fait similaire d'ailleurs, c'était les autorités politiques qui contrôlaient la communauté islamique, qui avaient voulu qu'elle englobe des contestataires, en fait. Et finalement, le fait d'avoir englobé ces contestataires avait fait évoluer les prises de position et voilà, dans une direction qui n'était pas celle voulue, d'ailleurs, au départ. Mais c'est tout à fait similaire. Est-ce qu'on en reste là? Écoute, merci Zora pour ce papier très intéressant et pour la discussion qui a suivi. J'espère que beaucoup de gens regarderont l'enregistrement. Voilà, et donc à bientôt. Merci.